Nous avons tous vu des vidéos d'orages violents, de typhons et de tornades. Mais avez-vous déjà été témoin d'un tsunami de glace? Qu'en est-il d'un ciel rouge sang en plein milieu de la journée? Ou de vagues si grandes qu'elles engloutissent un immeuble de 5 étages? Ouais, il s'avère que les phénomènes météorologiques extrêmes ne se limitent pas au vent, à la pluie et à la grêle. Sur ce, installez-vous bien et préparez-vous, car on va vous présenter quelques-uns des phénomènes météorologiques les plus fous et les plus étranges jamais filmés. La mer de Cappuccino. Si vous êtes déjà allé à la plage, vous avez probablement vu une parcelle d'écume de mer. Cette écume bizarre est un phénomène naturel qui se produit lorsque de fortes concentrations de matière organique dans l'eau, comme les algues, sont ballottées par le vent et les vagues. L'air est alors piégé, ce qui produit des bulles miniatures qui s'accumulent pour former cette étrange écume brune. Ce phénomène n'est généralement pas dangereux, mais cela ne signifie pas que le fait de voir Froggy Beach en Australie transformé en un cappuccino géant soit moins troublant. C'est peut-être naturel, mais ça a l'air bizarrement désagréable. Mais bon, pas aussi désagréable que ce que ce type va vivre. Allez, c'est parti. That is so good. Where is he? Imaginez que vous soyez complètement dévoré par un tas d'écume sale, mousseuse et salée qui a la consistance d'une crème fouettée. Ouais. Si la majorité de l'écume de mer n'est pas toxique, certains pays comme le Royaume-Uni déversent de grandes quantités d'eau usée non traitée directement dans leurs mers et leurs rivières, ce qui peut créer de l'écume toxique sur les vagues. Comme il est presque impossible de distinguer les deux types d'écume, je pense que je vais m'en tenir aux chaises longues, merci. Mais vous, que feriez-vous? Si vous voulez plonger, appuyez sur le bouton j'aime, mais si vous préférez rester sur des chaises longues comme moi, appuyez sur le bouton s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parfait. Quel est le prochain phénomène météorologique bizarre? La foudre éclairée. On sait tous que les éclairs partent des nuages et qu'ils traversent le ciel d'un nuage à l'autre ou qu'ils touchent le sol, n'est-ce pas? Mais si c'est le cas, comment expliquer ce phénomène? Non, vous n'êtes pas fou. La foudre a jailli du sol, et il s'agit d'un phénomène appelé foudre ascendante que les scientifiques ne comprennent pas tout à fait. Ce qu'ils savent, c'est que ces éclairs ascendants jaillissent du sommet de grandes structures et sont déclenchés par d'autres éclairs à proximité. Selon les simulations, ces autres coups augmentent le champ électrique ambiant autour des structures, suffisamment pour déclencher un coup de foudre à partir de tours d'à peine 10 étages. Les scientifiques ne comprennent peut-être pas tout, mais moi je sais que je déménagerai pronto dans un appartement au rez-de-chaussée. Freezeway. Ah, le lac Michigan, l'un des 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Avec ses 5100 km de rivage, ce lac abrite une centaine de phares. Ça peut sembler beaucoup, mais le climat fluctue tellement que chacun d'entre eux est essentiel. En effet, si le Midwest peut connaître des vagues de chaleur à 3 chiffres, il peut aussi être confronté à des fronts arctiques en hiver, avec des températures bien en dessous de zéro et des vents soufflant à plus de 70 km/h. Les vagues du lac peuvent alors s'écraser sur des bouées, des balises et des phares sur une hauteur de plus de 6 mètres. Mais aussi froid que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce que laissent derrière eux les fronts glacés, dont les températures sont souvent inférieures à plus de 20 degrés à zéro. L'eau glacée qui s'écrasait contre ces structures est gelée sur elles et sur leurs piliers, les laissant recouverts d'incroyables couches de glace. Certaines années, la couche de glace qui recouvre les phares n'est pas très importante, mais d'autres, il faut le voir pour le croire. En 2019 par exemple, elle était si épaisse que des alpinistes professionnels ont pu se filmer en train de se frayer un chemin sur les flancs des phares comme s'il s'agissait de montagnes. On dirait des châteaux sortis d'un autre monde. Attendez, c'est pas là que vit Elsa de Frozen? Ah super, maintenant je vais avoir la chanson en tête pendant le reste de la semaine. Tsunami Glace. Les propriétés situées en bord de mer offrent des vues incroyables tout au long de l'année. Que ce soit en été lorsque les vagues s'écrasent ou en hiver lorsque la mer est gelée. Sauf lorsque les vents se lèvent en hiver et que, tout à coup, des centaines de tonnes de blocs de glace de la taille d'un mammouth commencent à sortir de l'eau et à s'approcher de votre maison.
Malgré son apparence, la glace n'a pas vraiment d'esprit propre. C'est ce que l'on appelle une poussée de glace, bien que l'on parle parfois de tsunami de glace en raison de la taille de la glace et de la vitesse à laquelle elle peut arriver. Comme ce fut le cas sur la rivière de Kuskokwim en Alaska en 2020. Whoa. Yep, time to move. Let's roll. Get on, get on. What? Get on. I'm on. Woo! Les poussées de glace se produisent lorsque des vents forts ou des courants souterrains forcent la glace de la surface de l'eau à se briser et à s'empiler sur la terre ferme. Et bien qu'il soit tentant de s'en approcher, soyez prudent, car en cas de tempête, on ne sait pas à quelle vitesse la glace peut arriver, comme l'a découvert le gars qui a filmé cette poussée de glace sur le lac Erie. Oh my God, I can't believe I actually got it. Ces énormes murs de glace peuvent être si puissants qu'ils déracinent des arbres, enfoncent des portes et démolissent même des maisons entières. Ouais, plutôt pas cool. Des vagues terribles. Si vous êtes abonné à cette chaîne depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être de ma vidéo d'il y a quelques années qui plongeait dans certaines des plus grosses vagues jamais enregistrées. Si comme moi vous avez peur de l'océan, il suffit de regarder les surfeurs et les pétroliers se balader dans des vagues de 2,50 m pour que vos jambes se transforment en gelée. Mais les vagues géantes ne se produisent pas seulement au milieu de l'océan. En 2015, le typhon Chan-Hom a semé la terreur sur la côte de l'est de la Chine. Ces vents de 225 km/h ont soulevé des vagues d'une hauteur effrayante de 5 étages dans la ville côtière de Wenling. Ces vagues ont déferlé sur l'intérieur des terres, inondant la côte et obligeant plus de 1,1 million de personnes à évacuer leur domicile. Mais ce n'était pas la première fois que des vagues de tempêtes effrayantes de cette ampleur tentaient de s'attaquer à 10 bâtiments le long d'une côte. En 2020, la tempête méditerranéenne Gloria est arrivée sur les côtes de Majorque avec des vents de 114 km/h. Bien que moins violente que le typhon Chan-Hom, cette tempête a tout de même réussi à soulever des vagues de plus de 10 mètres de haut. Je veux dire, j'apprécie l'optimisme implacable de ces gens, mais si une vague gigantesque déferlait littéralement sur un immeuble de 3 étages devant moi, je m'en éloignerais en courant, pas en m'approchant. Tempête de poussière. En général, lorsque vous voyez des nuages sombres passer au-dessus de votre tête, vous devez prendre votre parapluie. Mais que faire si vous regardez le ciel et que vous voyez un gigantesque mur de nuages orange comme celui-ci ? Ne pensez pas qu'un parapluie suffira dans ce cas-là. Ici, Diego de Almagro au Chili en mars 2022. Il ne s'agit pas d'une tempête normale, mais d'une tempête de poussière, parfois appelée tempête de sable. Ce phénomène inquiétant se produit lorsque des forts fronts de vent emportent du sable ou de la terre d'une surface sèche, comme une étendue de terre ou un désert après une sécheresse. Ce phénomène s'accumule dans des nuages denses, semblables à des murs qui peuvent mesurer jusqu'à 60 km de haut. Si l'approche d'une tempête est terrifiante, se trouver à l'intérieur d'une tempête, c'est tout autre chose. Amainó un poco, pero recién el viento fue terrible. En 5 minutos bajó todas las nubes con polvo y no sé, desde El Salvador y hoy día aquí andamos. La lumière filtre à travers la poussière et le sable, plongeant le tout dans une brume qui, fait intéressant, change de couleur selon le type de poussière à laquelle vous plissez les yeux. La tempête de poussière au Chili a produit une brume orange dystopique par exemple.
Mais dans le sud de l'Irak, les sables riches en fer et l'argile du paysage donnent aux tempêtes de sable comme celle-ci, qui date de 2010, une teinte rouge irréelle. Not bad, huh? Barely see across the way, which is probably less than 100 feet. And visibility this way, geez, I don't know, 50. And that way, same thing. You can't even tell what's down there. Avec une poussière aussi rouge, il est difficile de dire si ces images ont été tournées sur Terre ou sur Mars. Pluie ferroviaire. Il y a quelques endroits où on peut s'attendre à voir une chute d'eau, comme dans une forêt tropicale ou dans un parc aquatique. Mais vous savez où vous ne vous attendez absolument pas à en voir une? En descendant du métro à New York, et pourtant c'est exactement ce qui s'était passé en septembre 2021. Il y a tellement d'eau ici que je sais pas si c'est le métro de New York ou l'un des manèges de Studio Universal. Blague à part, cette cascade catastrophique est le résultat de l'ouragan Ida, qui a déversé 70 mm de pluie sur New York en un peu plus d'une heure. C'était un gros problème car le système d'égout de New York n'est conçu que pour gérer 25 mm de pluie par heure, dans le meilleur des cas. Ça a provoqué des inondations soudaines dans toute la ville. Cela dit, je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus, le fait que les trains aient continué à circuler ou que les gens aient été prêts à sauter du train pour se jeter dans la cascade. Vague d'adieu. Le métro de New York n'est pas le seul à être battu par des torrents d'eau inattendus. Au Royaume-Uni, la ligne Dawlish du Devon, construite le long de la côte sud, est généralement un trajet paisible qui permet aux passagers d'admirer la mer sereine au large des côtes du Devonshire. Enfin, jusqu'à ce que les tempêtes hivernales arrivent. En 2014, par exemple, des vents de tempête de 112 km/h ont soulevé des vagues de 9 mètres et malmené les trains qui circulaient encore sur la ligne. Il s'agissait de vagues particulièrement puissantes qui ont fini par détruire presque complètement le court tronçon de chemin de fer côtier. Plus de 35 millions de livres sterling ont été nécessaires pour réparer la ligne, ainsi que 80 millions de livres supplémentaires pour réparer la digue qui la protégeait. Mais ça n'a pas suffi. En 2020, une énorme vague de tempête a frappé l'un des trains avec une force telle qu'elle a brisé les vitres et blessé plusieurs passagers à bord. Aujourd'hui, les tempêtes continuent de menacer la ligne comme la tempête Bara en 2021, qui a soulevé d'énormes vagues que la nouvelle digue améliorée n'a tout simplement pas pu arrêter. Ouais, il semblerait que les projets d'amélioration aient échoué. Des supercellules époustouflantes. Il y a les averses, les tempêtes et les supercellules. De larges systèmes de nuages en forme d'enclume qui se développent grâce à deux courants d'air inclinés. Un courant d'air chaud ascendant et un courant d'air froid descendant. Les remis s'élèvent, se condensent puis redescendent sous la forme d'air froid, formant ces nuages d'orage turbulents et supermassifs qui peuvent atteindre 32 km de diamètre et 22 800 mètres de haut. Aussi importants qu'ils puissent paraître, ces nuages deviennent encore plus menaçants lorsque les particules qu'ils contiennent entrent en collision et accumulent une énergie statique, formant ainsi une réserve inépuisable d'éclairs.
Je sais pas si je dois être effrayé ou émerveillé, probablement les deux, non? Lorsque le courant ascendant rotatif qui alimente cette formation prend de la vitesse, formant ce que les scientifiques appellent un mésocyclone, c'est alors qu'il peut commencer à engendrer quelque chose d'un peu plus terrifiant au niveau du sol. Tornades déchirantes. Les tornades sont assez terrifiantes dans le meilleur des cas. Ces colonnes d'air étroites qui tournent violemment se produisent généralement lorsque de l'air chaud et humide entre en collision avec de l'air froid et sec. Lorsque l'air froid est poussé vers le haut, l'air chaud commence à tourner, produisant un courant ascendant qui finit par tourner brusquement, si les vents dans la région varient en direction ou en vitesse. Cela produit une énorme colonne d'air chaud, humide et en rotation, qui est ensuite alimentée par l'air froid descendant du mésocyclone situé au-dessus. En fonction de sa taille et de sa force, ce système d'entonnoir peut tourner à des vitesses supérieures à 320 km/h, déchirant tout ce qui se trouve sur son passage. Imaginez donc l'horreur ressentie par Marie Fan en 2021 lorsqu'elle roulait en voiture lorsque tout à coup, une tornade rapide a traversé l'autoroute 10 au Texas à moins de 30 mètres de sa voiture. Ouais, est-ce qu'il y avait aussi des éclairs dans ces tornades? Heureusement non, ce n'était que la force du vent qui a brisé les lignes électriques, provoquant quelques surtensions électriques de couleur bleue. Ouf, les tornades sont déjà assez terrifiantes à elles seules, merci, ce sera suffisant. La mêlée des trombes d'eau. Les tornades ne se forment pas seulement sur la terre mais aussi sur l'eau. Dans ce cas, les spécialistes de la météo préfèrent les appeler trombes. Cependant, la plupart de celles qui se forment sont beaucoup plus faibles que leurs homologues terrestres, ce qui signifie que même si elles semblent aspirer l'eau de l'océan, il ne s'agit que de colonnes d'air rapides et rotatives qui déferlent sur les vagues. Une trombe marine moyenne a un diamètre de 50 mètres et des vents d'environ 80 km/h. Beaucoup moins que les tornades de 320 km/h mentionnées plus haut. Elles n'ont pas l'air bien méchantes, du moins jusqu'à ce qu'elles atteignent la terre ferme, comme ce fut le cas en 2020 dans la ville côtière de Cefalù en Sicile. Des chaises, des débris et même des arbres ont été projetés dans les airs. Quelques poissons auraient été tirés de la mer et jetés sur terre également. Heureusement, ça n'a duré que quelques secondes avant que le courant d'air chaud alimentant le courant ascendant rotatif de la trombe ne soit perturbé en atteignant la terre, où il s'est finalement effondré. Ouais, super effrayant, mais étonnamment délicat. Un peu comme mon ex-femme. Si en voir une de près, mais pas de trop près, est assez fascinant, imaginez en voir 4 ou 5 en même temps, comme l'ont fait les spectateurs de Laguna de Bay aux Philippines en 2020. Nous savons qu'ils sont terrifiants, mais à cette distance, avec le coucher de soleil derrière eux, ils ont l'air majestueux. Il existe en fait deux types de trombes, les trombes tornadiques et les trombes de beau temps. Les trombes tornadiques sont tout simplement des tornades qui se forment au-dessus de l'eau. Elles accompagnent généralement les orages et se forment en raison de l'abondance d'air chaud et humide et de l'instabilité de l'atmosphère. Elles se développent vers le bas et apparaissent d'abord comme des nuages en entonnoir comme celui-ci. Les trombes de beau temps, quant à elles, se forment par temps relativement calme. Elles ont tendance à se former le long des longues bases plates des nuages d'orage en formation, où l'air commence à circuler à la surface de l'eau et à se développer vers le haut, comme celle qui a semé la terreur en Sicile. Elles se produisent généralement par vent faible, et de ce fait, ne bougent pas beaucoup. Néanmoins, si vous êtes sur l'eau et que vous commencez à avoir des gouttelettes se déplacer en spirale, n'hésitez pas à ramer dans l'autre sens. Tornades de feu. On a vu à quel point les tornades ordinaires et les trombes d'eau peuvent être terrifiantes. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une tornade de feu? Ça ressemble à une invention cinématographique, n'est-ce pas? En 2021, les pompiers qui luttaient contre un incendie de forêt en Grèce ont appris que ces phénomènes existaient bel et bien et qu'ils étaient d'une puissance terrifiante.
Il s'en est fallu de peu, comme si le métier de pompier n'était pas déjà assez difficile. Tout comme les trompes d'eau, les tornades de feu se forment à partir du sol, mais sont déclenchées lorsque l'air chaud et rapide qui s'élève est combiné à des vents turbulents. La fumée et l'air chaud sont alors aspirés vers le haut dans un entonnoir, entraînant souvent un tourbillon de flammes. Heureusement, la plupart des tourbillons de flammes sont de petite taille, de 10 à 15 mètres de haut, et bien qu'ils puissent atteindre une température brûlante de 90 degrés Celsius, la plupart s'éteignent rapidement. La plupart en tout cas. Certains, comme celui qui a été filmé en 2020 sur l'île de Kangourou en Australie, peuvent devenir si puissants qu'ils sont capables de s'éloigner de la base de l'incendie. Mais ce n'est pas la forme finale d'un tourbillon de feu. Dans le cas de grands incendies ou même d'éruptions volcaniques, la quantité d'air chaud et de cendres s'élevant dans la troposphère peuvent créer des nuages flammagènes, également appelés nuages pyrocumulonimbus. En fonction du vent, ces nuages de cendres peuvent devenir des nuages d'orage, abriter des mésocyclones et créer leurs propres tornades, également appelées tornades de feu. C'est ce qui s'est produit en 2018 lorsque l'incendie Carr en Californie a déclenché la création d'un pyrocumulonimbus, qui a finalement donné naissance à cette effroyable tornade EF3 avec des vents dépassant les 230 km/h. Avec un diamètre de plus de 300 mètres, il s'agit de l'une des tornades de feu les plus grandes et les plus meurtrières jamais filmées. Et je n'envie pas du tout l'équipage de cet hélicoptère. Préparez-vous à affronter le glacier. Les glaciers sont d'immenses accumulations de glace, de neige et de sédiments qui, grâce à la gravité, descendent lentement le long des terres sur lesquelles elles s'accumulent. C'est pourquoi le glacier Portage en Alaska, qui mesure environ 10 km de long et 10 étages de haut, est une destination touristique très prisée. Le seul problème, c'est que les touristes oublient que les glaciers ne sont pas solides. Ils peuvent fondre, se fissurer et se fracturer, souvent sans prévenir. Et c'est ce qui est arrivé à Jason Root Jr. et à sa famille qui visitaient le glacier Portage en 2020. Oh. Hey, Sue, get off of there. Get off of there. Get off of the ice. Get off of the ice. Oh. Are you okay, Sue? Oh. Oh my God. Whoa. Un bloc de la taille d'une maison pesant des dizaines de milliers de livres s'est écrasé sur le lac gelé en contrebas. Mais comme seule la surface du lac était gelée, l'accident a provoqué un petit raz-de-marée sous la glace, mais qui a fait mal au cœur en direction de Jason et à sa famille. Si le raz-de-marée avait été plus important, ils auraient pu avoir de sérieux problèmes. Heureusement, Jason a su garder son sang-froid. Changer de direction. Votre vieux professeur de géographie vous a probablement appris que les rivières coulent dans une seule direction, celle de la gravité, non? Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Certains cours d'eau dans le monde connaissent un phénomène tout à fait naturel appelé mascarée. C'est-à-dire que l'extrémité avant d'une marée provenant de la mer est suffisamment forte pour pousser contre le cours d'eau, inversant temporairement sa direction. Ce phénomène se produit lorsque l'embouchure d'un fleuve ou d'un estuaire est large et plat, et que la différence entre la marée basse et la marée haute est assez importante, généralement de l'ordre de 6 mètres. Lorsque ces conditions sont réunies, un mascaré peut se former, comme c'est souvent le cas à Moncton au New Brunswick. Si le mascaret de Moncton est suffisamment stable pour que l'on puisse y surfer, d'autres peuvent être si grands et si violents, comme ceux de la rivière Qiantang en Chine, que le simple fait de s'en approcher constitue un réel danger.
Le spectacle de ce raz-de-marée de 10 mètres est devenu si célèbre qu'il a été baptisé le Silver Dragon, ou Dragon d'argent, et que des milliers de spectateurs se rassemblent chaque année le long des rives pour l'admirer. Mais les amateurs de sensations fortes continuent de s'approcher des brise-lames et des virages dans l'espoir de voir la marée, qui peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, faire d'énormes éclaboussures contre les barrières. Mais comment les spectateurs savent-ils quand se rassembler par milliers pour les plus grands mascarés? Eh bien, ça dépend des marées lunaires. Lorsque la Lune est plus proche de la Terre, l'énorme attraction gravitationnelle qu'elle exerce fait monter les eaux de marée à cet endroit. La Lune exerçant cette attraction en permanence, la marée montante est toujours à son maximum le long du Kyontang vers la mi-août chaque année. Cependant, les événements météorologiques peuvent également avoir un impact sur la taille de ces vagues. En 2013, les vents du typhon Trami ont renforcé le mascaré, ce qui a permis à la marée haute d'atteindre plus du double de sa hauteur habituelle. La vague qui remontait le fleuve a franchi les barrières anti-inondation et a déferlé sur les berges, emportant les spectateurs et les poussant le long des passerelles. J'en reviens pas. Je pense que je vais m'en tenir à regarder des vidéos de cet événement plutôt que de risquer de le voir en personne. Alors, lequel de ces phénomènes météorologiques vous a semblé le plus extrême? Avez-vous déjà été témoin de l'un de ces phénomènes? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.